Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington, heureux de vous retrouver dans le monde aujourd'hui. Voyons les titres que nous allons développer ce soir. La campagne de Joe Biden est désormais revigorée. L'ancien vice-président américain a remporté au moins 9 des 14 États en jeu lors du Super Tuesday, une journée électorale qui a bouleversé la donne en l'installant dans un face-à-face avec le socialiste Bernie Sanders. En une journée, Biden a remporté 3 des 4 États fournissant le plus de délégués pour la Convention démocrate. Notre campagne reflète la diversité de ce parti et de cette nation, et c'est ainsi que cela devait être, parce que nous devons unir le pays et rassembler tout le monde. Nous voulons battre Donald Trump, mais aussi garder Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants au Congrès. Nous voulons également reprendre les rênes du Sénat. Si c'est ce que vous souhaitez, rejoignez-nous. Et si vous voulez un candidat qui soit démocrate depuis toujours, un démocrate fier, un démocrate du genre Obama-Biden, rejoignez-nous. Face à Biden, Bernie Sanders ne s'avoue pas vaincu. Il a remporté l'État dont il est sénateur, le Vermont, mais également l'Utah et la Californie, le plus gros État du Super Tuesday. Ce mercredi matin, les deux candidats étaient toujours au coude à coude dans le Maine, après 89% des dépouillements. Mais nous nous battons pas seulement contre l'établissement des grandes entreprises, nous nous attaquons également à l'établissement politique. Nous allons gagner parce que les gens comprennent notre campagne, notre mouvement, qui est la meilleure façon de battre Trump. Vous ne pouvez pas battre Trump avec les mêmes gens, la même politique à l'ancienne. Désormais favori, Joe Biden a bénéficié ces derniers jours du désistement en sa faveur de deux autres candidats, l'ancien maire Pete Buttigieg et la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar. Suite aux résultats du Super Tuesday, le milliardaire Mike Bloomberg, n'ayant remporté que les îles Samoa américaines, a annoncé son retrait de la primaire démocrate au profit de l'ancien vice-président Joe Biden. C'est avec ces pas de danse que les patients guéris et le personnel de santé du centre de traitement contre Ebola à Béni ont célébré la bonne nouvelle. La patiente Masika Mawasu Semida, qui est sortie de l'hôpital mardi, a exprimé toute sa gratitude aux autorités sanitaires. Je dis merci, que Dieu les bénisse. Ceux qui disent qu'Ebola n'existe pas se trompent parce que j'en ai souffert. La ville de Béni a enregistré le plus grand nombre de personnes infectées, 730 sur 3444 au plan national, et de décès, 474 sur 2264. En février 2019, un nouveau malade du virus Ebola avait été découvert à Béni après 23 jours sans nouveau cas, remettant en cause l'optimisme des autorités. Il existait à l'époque d'autres foyers de l'épidémie. Cette fois-ci, le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé se félicite d'ores et déjà, car aucun nouveau cas n'a été confirmé pour l'heure après le 13e jour consécutif. À partir de sa guérison, on peut maintenant compter les 42 jours pour dire qu'on va déclarer la fin de l'épidémie. Et l'OMS va continuer à accompagner le ministère de la Santé dans le renforcement du système de santé à tous les niveaux. Lorsque l'épidémie d'Ebola s'était propagée depuis août 2018, l'OMS a fait de cette maladie une urgence sanitaire de portée internationale et près de 320 000 personnes ont été vaccinées. Cette expérience d'Ebola qui a marqué le système de santé en RDC permet aujourd'hui de se préparer en conséquence face à la propagation du coronavirus dans le monde. Après une formation de 45 jours, une cérémonie de remise du drapeau à 1000 jeunes recrues par la police nationale de la République centrafricaine s'est tenue à Bangui. La présentation sous drapeau, ça a un sens. Je disais tout à l'heure que c'est une routine, donc ça donne le goût aux jeunes recrues de savoir que ils ont pour mission de servir la nation, de défendre la patrie. Donc on a un seul pays, on partage
qu'est la République centrafricaine. Le jeune homme a fini de cours, il réussit. Hommes et femmes, ces jeunes diplômés ont suivi une formation axée sur l'acquisition des techniques pour faire appliquer la loi. Cette immersion a permis aux formateurs d'approfondir et d'inculquer à ces jeunes le goût de l'effort et du succès dans leur mission de maintien de l'ordre. Cette cérémonie permet aussi à ces jeunes de pouvoir, à partir d'entamer la seconde phase de leur formation d'élèves gendarmes, qui est la formation professionnelle. Et aussi, la troisième chose, cette cérémonie maintenant permet à ces jeunes de bénéficier de ce qu'on appelle des permissions chaque week-end. Au terme de cette cérémonie, ces jeunes recrues poursuivront une nouvelle formation professionnelle de 6 mois avant de pouvoir s'intégrer officiellement au sein des forces de police et de gendarmerie. C'est dans le quartier de Yacoub El Mansour, à Rabat, que se trouve la crèche de l'association Kirikou. Une crèche multiculturelle où se côtoient enfants marocains et enfants d'émigrés subsahariens. Ici, on trouve tout le nécessaire pour accueillir des enfants dès l'âge de 2 ans. L'établissement s'inscrit dans le travail commencé depuis 2015 par l'association Kirikou, qui œuvre pour l'intégration des migrants dès leur plus jeune âge. Elle est inédite, cette crèche. C'est une première au Maroc parce qu'elle est interculturelle. C'est un nombre paritaire de Marocains et d'étrangers, avec filles et garçons. Le programme, c'est français-arabe, où on apprend beaucoup de choses dans la culture marocaine. Aussi, les autres apprennent un peu ce qui se passe en Afrique, la géographie et l'histoire, et avec des activités ludiques qui sont représentées surtout par la tolérance, la paix, et qu'à la fin, que ces enfants, jusqu'à 5-6 ans, pourront réintégrer des écoles publiques marocaines. Notre conviction, c'est que l'intégration ne peut se faire que par le biais de l'interculturalité. Donc, il doit y avoir, on l'a toujours dit et répété, des efforts de la part des familles migrantes qui arrivent. Aussi que les pays d'accueil essayent de s'accommoder un peu, d'accepter la culture riche que ramène l'étranger. Et notre souhait aussi, c'est que les autres pays s'impliquent de l'Afrique subsaharienne pour qu'il y ait une harmonisation de la politique africaine migratoire. Chaque jour, les enfants d'origine subsaharienne améliorent leur maîtrise de la langue arabe. Une étape très importante pour leur monitrice, Islam. C'est important pour eux car s'ils restent au Maroc, ils vont étudier avec des Marocains. Il est donc important qu'ils soient avec des enfants marocains dès le début de leur scolarité pour être prêts pour le primaire puis le collège. L'association Kirikou aide les mamans avec des formations professionnelles pour intégrer le marché de l'emploi, comme Fifi, ancienne bénéficiaire qui travaille aujourd'hui à la crèche. Je suis venue à Kirikou comme bénéficiaire. Je faisais le cours de la coupe et couture. Et après, on a fait encore la formation des monitrices, toujours à Kirikou. Nous sommes avec les enfants subsahariens, marocains. C'est ma première fois de voir ce mélange, de mélanger les enfants subsahariens et les enfants marocains. Je vis ça à Kirikou. C'est vraiment une bonne chose. Un concept qui fonctionne. Gratuite, la crèche accueille en moyenne 15 enfants par jour. Pour les parents qui fournissent le repas du midi et le goûter, c'est une initiative qui fait du bien. Mon fils Ilyes est très content. C'est une voisine qui m'a conseillé de venir ici. Elle m'a dit que c'était gratuit et que c'était une bonne association. Quand je suis venue, ça m'a plu et j'ai inscrit mon fils qui apprécie ce lieu. Je suis heureuse, Dieu merci. Suite au succès de la crèche, l'association Kirikou espère trouver les fonds pour ouvrir un espace pouvant accueillir plus de monde. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Basketball pour commencer. La NBA a repoussé le premier championnat de la Ligue africaine de basket. La saison inaugurale de la Basketball Africa League, qui devait débuter le 13 mars à Dakar, a été reportée à une date ultérieure à cause de la propagation du coronavirus, suite à la recommandation du gouvernement sénégalais concernant l'escalade des problèmes de santé liés au coronavirus. La saison inaugurale de la BAL est reportée, a indiqué son président Amadou Gallo Fall, cité dans le communiqué de la NBA. Cette annonce intervient au lendemain de la confirmation par le Sénégal de 2 cas d'infection au nouveau coronavirus.
En plus du Sénégal, la saison régulière de la Ligue africaine de basket doit se dérouler en Égypte, au Maroc, au Nigeria, en Angola et en Tunisie. Le Rwanda accueillera les playoffs et les finales. Football, Patrice Baumel est le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire. L'ancien adjoint d'Hervé Renard a été porté à la tête des éléphants en remplacement d'Ibrahim Kamara. Remercié fin février, le technicien français a pour objectif de qualifier la Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants jouent 2 matchs cruciaux contre Madagascar pour les éliminatoires de la CAN 2021. Le premier à Abidjan le 27 mars avant la manche retour le 31 mars. Patrice Baumel était l'adjoint d'Hervé Renard, on se rappelle, lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Et pour finir, Victor Wanyama s'engage avec l'Impact Montréal. L'international kenyan quitte les Spurs et rejoint la franchise canadienne en MLS, ici aux États-Unis donc, pour 3 ans, en manque de temps de jeu avec Tottenham. En Première Ligue, cette saison, seulement 122 minutes disputées. Victor Wanyama était sur le départ après un transfert avorté vers la Belgique. L'Impact Montréal a publié ce recrutement sur son compte Twitter, mais précise que ce transfert sera confirmé par le club après la réception du certificat du transfert international du joueur et de son examen médical. Victor Wanyama va travailler sous les ordres du nouveau coach Thierry Henry. C'est tout pour les sports, on se retrouve demain. Des pas de danse des Bouins, un peuple mandingue originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Comme eux, les Sénoufos du district des Savanes du Nord ainsi que les Zanzans du Nord-Est ont marqué de leur présence cette première édition, tout comme les femmes du district de Zanzan dans la ville historique de Bondoukou. C'est l'accoutrement en général que les dames portent, les jeunes filles portent en général pendant la fête, la danse qu'on appelle le Kouroubi. Aussi présente la reine-mère du royaume Bron, Nana Akwakalia Adaye, une afro-américaine intronisée en Côte d'Ivoire grâce à un test ADN. Les Africains se sont toujours déplacés et nos royaumes étaient très différents des frontières nationales actuelles. Donc quand il s'agit de se connecter, c'est comme un poisson de retour dans l'eau. Je représente leur royaume en Côte d'Ivoire et au Ghana également. La Côte d'Ivoire, c'est également son attiéké poisson et sa banane plantain frite communément appelée aloko et bien d'autres mets. Pour ceux qui y ont déjà séjourné comme Kim Scott, le souvenir est là. Ce que je me rappelle le plus, c'est l'hospitalité ivoirienne et bien sûr la nourriture et tout ça, mais j'ai beaucoup aimé le Korogo, les gens du Nord, mais j'ai eu l'opportunité aussi de visiter Mans, Yamoussoukro. Cette édition avait surtout pour but d'introduire la culture ivoirienne aux États-Unis afin d'attirer de potentiels investisseurs. La Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies, c'est 60 donc diversité culturelle et aussi une région riche de sa végétation, de sa diversité climatique aussi. Vraiment, c'est un très beau pays. En tant que Miss Aolaba, je compte à vraiment montrer la valeur de la femme africaine du côté de l'intelligence et son savoir-faire ici aux États-Unis. Au-delà de la célébration, le Bureau du tourisme ivoirien de Washington entend attirer plus de visiteurs et d'investisseurs au pays de la lagune ébriée. Idriss Fall est avec nous pour le sujet américain du jour. Idriss. Les autorités judiciaires américaines ont l'intention... Je suis arrivé ici en décembre 1992. Voilà, j'étais parmi les plus jeunes. Idriss Adja vous le dira. J'avais un carnet d'adresses très fourni. Aujourd'hui, l'Afrique centrale, au micro Ferdinand Ferrella. On avait lancé une émission qui s'appelait Aujourd'hui l'Afrique centrale, que j'ai animée avec Ferdinand Ferrella, qui était très écoutée partout au Congo. Et par la suite, on avait commencé à faire un autre show qui s'appelle Aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. 2009, j'interviewe Abdoulaye Wade ici, au Village. Et que dans l'interview, Abdoulaye Wade me dit que lui, il est candidat pour un 3e mandat. Je sors de l'hôtel, j'appelle grand Idriss Seydou Dia
qui était mon chef, il me dit non, tu ne passes pas par le bureau, tu vas directement au studio 13, tu vas mettre ça sur les ondes. Cale ton truc. Et ils m'ont pris dans le journal et on a balancé ces trucs. Le lendemain, il y a 45 agences de presse dans le monde qui ont voulu avoir ce son-là où Abdoulaye Wade, depuis Washington, déclare qu'il est candidat à la présidence pour un 3e mandat et il sera battu par un certain Macky Sall. Du blues au jazz. Notre invité. Entre mon arrivée aujourd'hui, c'est des époques différentes, c'est un public différent. C'est bien parfois que la radio puisse faire de l'entertainment, que les gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles puissent même avoir le sourire et que je pense que c'est ça qui a changé maintenant et que je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. C'est des défis quotidiens, en sens que si ce qu'on fait n'est pas bon, les gens ils tournent le bouton. Je pense que les gens jusqu'à présent ont beaucoup de respect pour cette radio et il faut garder ce standard très très élevé. Passez une excellente fin de soirée, sans blues, bien sûr. Et voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. À demain. Merci, au revoir.